L'hémorragie intracérébrale, c'est l'une des urgences médicales les plus critiques qui soient. En gros, un saignement qui se déclenche soudainement à l'intérieur du cerveau. C'est un sujet qui peut faire peur, mais on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Pour bien saisir l'enjeu, commençons par une question assez directe. De tous les types d'AVC, quel est celui qui est le plus souvent fatal? La réponse pourrait bien surprendre. Et la réponse, c'est donc l'hémorragie intracérébrale, ou HIC. C'est un saignement qui a lieu, comme son nom l'indique, au cœur même du tissu cérébral. Pour se faire une idée, c'est un peu comme si une canalisation éclatait à l'intérieur de l'ordinateur central de notre corps. Les dégâts sont quasi immédiats et, malheureusement, souvent dévastateurs. Bon, mais alors qu'est-ce qui rend cet AVC si particulièrement dangereux, surtout dès les premiers instants? C'est justement ce qu'on va voir tout de suite. En fait, il y a une différence majeure dans la façon dont les symptômes apparaissent. Un AVC ischémique, celui qui est dû à un caillot, frappe souvent d'un seul coup, net. L'ICC, elle, est plus sournoise. Les symptômes s'installent progressivement. Ça peut prendre des minutes, voire des heures. Ça commence souvent par un mal de tête terrible, des vomissements, puis l'état de la personne se dégrade petit à petit. Et là, on a un paradoxe assez frappant. L'ICC, ça ne représente qu'une petite partie des AVC, entre 15 et 30%. Pourtant, c'est de très loin la forme la plus mortelle. Dès l'apparition des premiers signes, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Chaque minute compte, parce que la rapidité du diagnostic, comme on va le voir, peut absolument tout changer. Pour être sûr qu'il s'agit bien d'un saignement, l'outil numéro 1, c'est le scanner cérébral sans contraste. C'est rapide, c'est efficace, et ça permet de voir tout de suite le sang, qui sur les images apparaît beaucoup plus blanc, beaucoup plus dense que le reste du cerveau. C'est sans équivoque. Cette chronologie, elle montre bien pourquoi il y a urgence. Dans les 3 premières heures seulement, plus d'un tiers des hématomes grossissent encore. Et il faut bien comprendre que le crâne est une boîte osseuse, donc fermée. Plus il y a de sang, plus la pression monte et écrase les zones vitales du cerveau. Et ce saignement peut continuer de s'étendre pendant des heures. Ce chiffre, il est vraiment parlant. Plus de 20% des gens voient leur état empirer entre le moment où les secours arrivent et le moment où ils passent la porte des urgences. Ça montre bien à quel point la situation est instable et évolutive. Ok, mais alors pourquoi est-ce que ces saignements se produisent? Pour le savoir, il faut se pencher sur les facteurs de risque et aussi sur les zones du cerveau qui sont le plus souvent touchées. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. L'âge, bien sûr, le risque double tous les 10 ans après 55 ans, mais le chiffre qui marque le plus, c'est celui-ci. Avoir déjà fait un AVC, ça multiplie le risque d'en faire un hémorragique par 23. C'est énorme. Et le style de vie, on va le voir, a aussi un rôle majeur. L'alcool, par exemple, a un impact très net. Une consommation vraiment importante, plus de 120 grammes, soit l'équivalent d'une dizaine de verres, dans les 24 heures qui précèdent, peut multiplier le risque relatif par plus de 11. La corrélation est directe et assez spectaculaire. L'endroit où le saignement se produit est aussi très important. Dans la moitié des cas, ça touche des structures très profondes du cerveau, les noyaux gris centraux. On peut les voir comme des sortes de carrefours de communication, vitaux pour le contrôle des mouvements et plein d'autres fonctions. On comprend donc pourquoi un saignement à cet endroit peut être si grave. Et tout ça, ça nous amène au cœur du problème pour les médecins. Face à une hémorragie, la question la plus difficile et sans doute la plus controversée, c'est est-ce qu'il faut opérer ou pas? La décision est incroyablement compliquée. D'un côté, on a une personne jeune, son état se dégrade vite, l'hématome est facile d'accès, là la chirurgie semble évidente. Mais de l'autre, si le saignement est trop profond ou trop étendu ou si la personne est déjà dans un état très grave, une opération pourrait faire plus de mal que de bien. C'est un équilibre extrêmement précaire. Et même la science a du mal à donner une réponse claire. Une très grande étude internationale, appelée STITCH, a conclu que pour les hémorragies situées dans la partie supérieure du cerveau, une opération rapide n'apportait pas de bénéfice évident. Ça montre bien à quel point la décision se fait au cas par cas. Par contre, il y a une situation où le doute n'a plus sa place. Une exception où la question ne se pose même plus. C'est quand le saignement se trouve dans le cervelet, cette petite partie à l'arrière du cerveau. Si cet hématome commence à comprimer le tronc cérébral juste à côté, là, la chirurgie devient une urgence absolue. Il faut évacuer le caillot et le plus vite possible. Alors, comment les médecins font-ils pour évaluer les chances de survie et de récupération? On va voir dans cette dernière partie qu'il existe un outil qui aide à chiffrer un peu ce pronostic. Pour se faire une idée rapide de la gravité de la situation aux urgences, il y a le score HIC. C'est simple, il donne des points selon 5 critères. Le niveau de conscience de la personne, la taille de l'hématome, la présence de sang dans les cavités du cerveau, la localisation du saignement et l'âge. Et la capacité de ce score à prédire l'issue est assez bluffante.
Un score bas, c'est une mortalité relativement faible. Mais à mesure que le score grimpe, le taux de mortalité à 30 jours explose. Dans l'étude originelle, un score de 5 était associé à 100% de mortalité. Alors, si on devait retenir l'essentiel, ce seraient ces 4 points. Primo, l'IC est une urgence vitale. Deuxio, les premières heures sont absolument décisives. Tertio, décider d'opérer est un vrai casse-tête, sauf pour l'hémorragie du cervelet. Et enfin, des outils comme le Scoric donnent des indications précieuses, mais chaque situation reste unique. Tout cela nous laisse avec une dernière question, plus profonde. Quand la médecine elle-même n'a pas de réponse toute faite, quand les études scientifiques ne sont pas unanimes, comment fait-on pour prendre les décisions les plus difficiles qui soient? C'est une question qui dépasse largement le cadre des données cliniques. Merci d'avoir suivi cette analyse.